il y a une chose qui est importante pour moi. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, ça peut paraître un petit peu rétrograde. Moi, je crois beaucoup au rôle différent de l'homme et de la femme, symbolique. Je suis assez traditionnaliste pour ça. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, j'aurais poussé des cris, et en même temps, maintenant, je le comprends de plus en plus. Je crois beaucoup au rôle des femmes parce que traditionnellement, les femmes sont responsables de la nourriture du foyer. Pour les femmes déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une proportion, vous avez une sensibilité plus forte aux hormones de la faim qui sont la grénine et la leptine. De toute façon. De toute façon. Donc ça va être beaucoup plus dur à la base, en théorie, de faire un jeûne. Ouais, et puis c'est une question de volonté aussi. Les hommes, on est globalement beaucoup plus mental, beaucoup plus volontariste, on peut fonctionner beaucoup plus à je veux, j'ai décidé, l'engagement et ainsi de suite. L'homme est capable dans l'absolu, par la structuration de son mental, d'une discipline, d'ailleurs des fois d'une discipline qui va au détriment du ressenti et des besoins du corps, que la femme ne peut pas. Enfin, moi je le vois avec mon épouse, je l'ai vu avec des nombreuses femmes qui me disent non mais ça c'est pas pour moi. Et moi je dis ouais non mais, non, mais elle me dit moi le mental c'est pas pour moi, ça marche pas. La fonction première de la femme, je crois pas que ça soit misogyne ou quoi que ce soit de dire ça, la fonction première de la femme c'est la reproduction, c'est le fait de porter des enfants, de les mener à terme, de les allaiter et de leur permettre de démarrer dans la vie. Biologiquement parlant, la femelle de toutes les espèces, son rôle premier dans la vie, c'est quand même d'avoir des enfants. Une femme à moins de 14-15% de masse graisseuse, tout de suite on va risquer d'avoir apparaître l'aménorrhée, elle ne peut plus se reproduire, elle n'est plus viable en tant que femme, entre guillemets. Bon, vous l'aurez compris, Thierry Casasnovas a une vision toute particulière des femmes. Mais allons un peu voir dans ses vidéos sur quelle base scientifique il s'appuie quand il parle de la physiologie des femmes. Petit sein veut dire déjà à la base système endocrinien, système nerveux, plutôt pas très puissant. C'est ce que je dirais, pour utiliser une expression populaire, une personne qui va être globalement fatiguée, entre guillemets, de naissance. Peux-tu m'aider à vaincre ma sécheresse vaginale? Tu peux essayer de l'instillation de jus vert ou de chlorophylle liquide au niveau du vagin. Ça va aider. Tu as utilisé des termes glaire cervicale, ainsi de suite. Enfin, moi, la glaire, tu vois, cervicale, tu vois, je me dis, ça a quelque chose à voir avec le cerveau, voilà, tu vois. Donc la glaire du cerveau, enfin, je vois pas. Le jeûne, au niveau hormonal, et particulièrement au niveau hormonal, au niveau de ce qu'on appelle l'appareil reproducteur, a beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de conséquences chez la femme que chez l'homme. Là, on est dans un domaine dans lequel, pour l'instant, on ne sait pas trop. Le jeûne est à tenter, le jeûne peut être expérimenté, il ne présente aucune contre-indication. Il peut pour certaines s'avérer salutaire, pour d'autres être relativement anodin, et il y aura d'autres moyens certainement d'agir. Le syndrome prémenstruel qui est lié la plupart du temps à une hypersensibilité des récepteurs hormonaux aux oestrogènes, à la progestérone en particulier, eh bien, on a des résultats relativement disparates. Donc automatiquement en jeûne, eh bien, il y a la GnRH qui baisse, il y a la LH et la FSH qui baissent aussi. Donc automatiquement, cela induit pendant le jeûne une baisse massive de la fertilité. Par contre, cette baisse hormonale conduit à une augmentation de la sensibilité des récepteurs à ces hormones, la LH, la FSH en particulier. On sait très bien que les restrictions caloriques, quelles qu'elles soient, amènent quasi systématiquement à une forme d'aménorrhée. Donc si le jeûne est associé à une forme de restriction calorique, ça va avoir tendance à diminuer les règles. Que le jeûne est certainement le meilleur moyen actuellement de booster naturellement votre fertilité. Tout ça, c'est parfois un peu nébuleux, et puis déjà que c'est difficile de parler de sexualité entre hommes, mais alors de la sexualité des femmes, fait des cycles des femmes et ainsi de suite, là c'est terrain incognita complet. Le syndrome des ovaires polykystiques, alors ça n'a rien à voir avec des kystes. Les kystes, normalement, ce sont des excroissances qui se développent dans le corps. Les ovaires polykystiques n'ont pas de kystes, mais leur apparence fait penser comme s'il y avait une multitude de kystes. Les ovaires polykystiques, ça correspond à des kystes nombreux, polykystiques, qui se développent à la surface des ovaires. Des kystes, ce sont des espèces d'excroissance. Bon, si je résume, le jeûne marche mieux sur les femmes, mais en fait non. Le syndrome prémenstruel est dû à une trop grande sensibilité des récepteurs à la LH et à la FSH, exactement ce que cause le jeûne. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez revivre vos pires douleurs menstruelles. Puis enfin, le jeûne provoque l'aménorrhée, mais booste la fertilité, c'est totalement magique. Mais revenons un petit peu à ses convictions. Il faut savoir par exemple qu'il n'hésite pas à blâmer une femme qui vient d'avoir une fausse couche, et même à s'en réjouir.
j'ai fait une fausse couche tardive. Eh bien, pour avoir des enfants, il faut avoir un corps en bonne santé, globalement. Je veux dire, c'est la base. C'est-à-dire, quand un enfant est éliminé par ses parents, c'est qu'il n'est pas viable. Et c'est aussi simple que ça. Un embryon qui ne prend pas, ou qui a une fausse couche en cours, c'est qu'il n'est pas viable. Et il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la vie. Il vaut mieux qu'ils ne viennent pas à la vie. Mais si en plus tu forces à venir au monde des enfants qui sinon ne seraient pas viables, pour moi c'est une aberration totale. De même, il est contre la FIV et conseille de jeûner à un homme pourtant clairement stérile. Mon compagnon et moi désirons un enfant, super projet. Les spécialistes médicaux ont affirmé suite à la biopsie que mon compagnon n'avait aucun spermatozoïde. Ah ben. Quant à moi, presque plus de réserve d'ovules. Bon, à vous deux, vous êtes mal barrés. Seule proposition, fécondation in vitro, avec donneur, et surtout ne rien dire à l'enfant. C'est délicieux. Nous avons 45 ans tous les deux, moi diabétique de type 2, lui hernie du dos et tous les deux en surpoids. Quel serait le meilleur moyen pour relancer notre machinerie? Bon, alors effectivement, je ne souscris pas à la notion de fécondation in vitro avec donneur et surtout ne rien dire avec l'enfant. C'est-à-dire que tu bâtis sur un mensonge, tu bâtis sur quelque chose qui est juste contraire au principe de fonctionnement du vivant et tu bâtis sur un mensonge, ne rien dire à l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est une horreur. C'est scandaleux de dire ça à des parents. Bon, ça après c'est mon avis. La machinerie, si tu parles de ménopause, si tu parles de difficulté de production de spermatozoïdes et d'ovules, on parle de fatigue du système, de toute façon. Donc on va renvoyer vers la première question. Quel va être le meilleur moyen de relancer la machine? Eh bien, de faire jouer cette loi de la stimulation et de l'hormèse, d'une certaine manière, et en particulier avec le jeûne. Surtout si vous êtes en surpoids, vous pouvez y aller. Je n'ai rien vu de mieux pour avoir des bébés et relancer la fertilité chez des personnes qui avaient des troubles de la fertilité, des fausses couches à répétition et ainsi de suite, que la pratique du jeûne. Bon, vous commencez à le savoir maintenant, le jeûne c'est son dada, c'est naturel, donc c'est forcément bon pour le corps. Ça aide à la régénération, et ce, à tous les âges de la vie, sinon sa théorie elle s'effondre un peu. Donc, je vais vous laisser le regarder, parler du jeûne et de l'allaitement. Il est certain qu'il vaut mieux le faire maintenant que pendant l'allaitement. Parce que pendant l'allaitement, il y a des produits toxiques de l'élimination qui vont passer dans le lait. L'étude du fonctionnement global de la femme enceinte et allaitante montre que tout est fait pour préserver l'enfant. Donc il y a une partie de moi qui me dit, alors tout est fait pour préserver l'enfant et ça veut dire qu'on va balancer dans le lait les pires déchets de l'organisme. Ça colle pas. Alors là, pendant l'allaitement, il est souvent dit que plus de 24 heures de jeûne conduisent à un arrêt de la lactation. Heureusement pour nous, c'est de la grosse connerie. Je vous le dis tout de suite comme ça, c'est juste totalement faux. Ça a été invalidé de multiples fois par toutes les femmes qui ont expérimenté le jeûne. Moi, j'ai encore une proche qui a expérimenté 5-6 jours de jeûne sec encore récemment. Aucun arrêt de la lactation. On va dire le jeûne et la lactation, aucun problème. Vous pouvez y aller autant que vous voulez sur le jeûne, enfin autant que vous voulez. En tout cas, moi, tout ce que j'ai monitoré comme jeûne, des jeûnes de 6-7 jours à l'eau, des jeûnes de 5-6 jours en sec, aucun arrêt de la lactation. J'ai dit que le jeûne... Alors, j'ai pas dit que le jeûne intermittent chronique était possible avec l'allaitement. J'ai dit qu'on pouvait imaginer jeûner avec l'allaitement et que ça ne coupait pas la lactation. Par contre, sur le jeûne pendant la grossesse, il sait que ça peut très vite tomber sous le coup de la loi. Alors, il en plaisante en se moquant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui le surveille pourtant depuis des années. Je suis adepte du jeûne intermittent et ma compagne aussi. Sauf que depuis qu'elle est enceinte, le régime alimentaire a été quelque peu chamboulé. Sans doute par crainte de ne pas donner assez au bébé, mais j'aimerais savoir si le jeûne est adapté aux femmes enceintes et aux enfants nourrissons. Alors attention, c'est une question spéciale pour la Mivilude. Donc attention, voilà comment Pierre Dufresne va finir en prison. Ouais, c'est clair. Vas-y, conseille le jeûne sec pendant 40 jours d'affilée à une femme enceinte et allaitante. Et là, c'est fini. Je te mets des bracelets et t'es parti pour Fleury-Mérogis. Alors, si lui fait bien attention à ce qu'il dit sur ce sujet, d'autres personnes gravitant autour de lui n'y vont pas par 4 chemins. Bonjour Irène. Ça, par exemple, c'est Irène Grosjean, une naturopathe crudivore que les adeptes de Casas Novas connaissent très bien. Et elle est interviewée ici par Aurélie Mazerme-Viard, la femme d'Éric Viard, celui qui est toujours derrière les business de Thierry, comme la vente de noix de coco récemment. Enfin bref, cette Irène Grosjean parle même de Casas Novas parfois. Aider notre corps à se nettoyer, pas l'empêcher de le faire. Manger des fruits, manger des légumes. Les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé. Ceux-là sont donc
tout proches. C'est normal vu qu'ils se partagent une grande partie de leur clientèle. Il y a une énorme porosité entre leurs deux publics. Et voilà ce que dit cette femme à propos de la femme enceinte. Et même enceinte, on peut faire des nettoyages. Mais absolument. En douceur. Absolument. Mais de toute façon, une femme enceinte, c'est une femme normale. Elle n'est pas malade. Et être enceinte, il n'y a aucun risque pour l'enfant. Bien au contraire, ça va protéger, ça va nettoyer les humeurs de la maman et celles du bébé par voie de conséquence. Donc les purges et les nettoyages et les monodiates et les jeunes enceintes, oui. Est-ce que tu penses que par exemple pendant une grossesse, si vraiment il y a trop de nausées, on peut se permettre de faire un jeûne ou une purge ou quelque chose? Exactement, absolument. Il n'y a aucun danger ni pour la femme, d'accord. Il y a tout intérêt. Tout intérêt, et pour l'enfant et pour la maman. Absolument. D'accord. Non mais là c'est carrément un crime de dire ça. Enfin Thierry Casasnovas n'est pas mal non plus dans son genre. Hein. Il a par exemple plusieurs fois parlé de l'accouchement à domicile et il pousse les femmes à accoucher chez elles. Je me demandais aussi si l'alimentation crue permettait d'avoir un accouchement moins douloureux au niveau des contractions. Alors, est-ce que l'alimentation crue permet d'avoir un accouchement moins douloureux au niveau des contractions? Oui, c'est avéré. Mais il y a autre chose qui permet d'avoir un accouchement moins douloureux. C'est d'accoucher de manière physiologique. Alors, est-ce qu'on peut ne pas accoucher à l'hôpital? Est-ce qu'on peut accoucher chez soi? Bien sûr, l'accouchement à domicile existe et est largement recommandé. Mais donc, on a la possibilité d'accoucher chez soi. Bien sûr, on fait ce qu'on veut. On peut accoucher n'importe où, bien sûr. D'accord, c'est réjouissant de savoir qu'on a encore ce droit. Après. Moi, dans mon environnement, il se trouve que la majorité des femmes que je connais ont accouché chez elles. Pour un bon nombre, ont même accouché toutes seules, avec leur mari simplement, même sans sage-femme, parce qu'elle n'était pas arrivée, elle n'avait pas eu le temps d'arriver, ou parce que ça s'est passé comme ça. Et effectivement, j'ai de l'accouchement à domicile, une vision, mais alors absolument naturelle. C'est même, je tombe des nues dans ce que tu me racontes par rapport à l'hôpital. Donc c'est vraiment important de témoigner et de faire de quelque chose qui est devenu une anormalité, une normalité. Le problème, c'est que les accouchements à domicile, c'est bien gentil, mais ça augmente la mortalité infantile. Alors là, c'est une étude américaine, je vais vous la traduire pour que ce soit plus simple. Voilà. Aux États-Unis, la mortalité néonatale est liée au lieu de naissance, hôpital ou domicile, plutôt qu'au type d'accoucheuse. La cohorte de cette étude est très très importante puisqu'elle regroupe 13 millions de naissances. Et voilà les résultats. Donc la mortalité néonatale, elle est de 3,7 sur 10 000 naissances à l'hôpital. Elle est de 13,66 pour 10 000 naissances à domicile. Et elle augmente même à presque 28 pour 10 000 naissances lorsque l'accouchement était un petit peu imprévu ou non planifié. Et bien voilà, c'est tout à fait physiologique et c'est beaucoup plus naturel, sauf que en se privant de l'hôpital, ces femmes américaines ont augmenté par plus de 320% les chances de mortalité infantile en accouchant chez elles. Bon voilà, je crois qu'on peut dire que Thierry Casasnovas n'est ni à la pointe du féminisme, ni à la pointe de la physiologie des femmes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne régénération et une bonne vie de femme. Elle est terminée celle-là.